Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat et on se retrouve dans un nouvel épisode, un épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Fer, directeur développement du groupe Fer. Salut Laurent. Salut. Écoute, Laurent, très heureux de pouvoir te recevoir. Un épisode qui s'est mis en place en plusieurs étapes, déjà par la recommandation de Julie de Materop, dont vous pouvez retrouver l'épisode en description, et puis par pas mal de discussions super intéressantes qui nous a amené à échanger aujourd'hui. Donc j'espère que tu es prêt à réveiller le BTP avec moi. À fond. Trop bien. Bon, bah, histoire de mettre un peu de contexte et de donner un peu de profondeur au contexte de notre épisode, tu vas devoir me présenter qui tu es, ton parcours et ton lien avec le BTP, parce qu'on va vite se rendre compte que le groupe Fer a une histoire assez particulière avec le BTP. Ouais, c'est vrai, merci, pour l'intro. Merci à Julie aussi, de Materop. Je pense qu'on en reparlera plus tard, mais Mmh on mh. pourra échanger sur cette, belle rencontre. Pour me présenter donc, Laurent Fer, je suis, membre de la troisième génération du groupe Fer. On est une entreprise familiale basée, en Alsace depuis donc 3 générations. On est, spécialiste du béton. On pourra développer un peu. On Mmh a mh. on a 4 axes, grosso modo. On veut être, les meilleurs dans la partie écologique autour du béton pour faire sa révolution. On veut être les meilleurs dans la technique, dans le service et la préfa. OK. Plus personnellement, Laurent Fer, je j'habite à Strasbourg et je vais être, papa pour la deuxième fois. Heu, je dirige le développement du groupe Fer. Je le représente, aujourd'hui, mais on est une grande famille, on est dix cousins et frères et sœurs de la troisième génération. OK. Donc je me Ouais. fais un peu leur porte-parole Mmh aujourd'hui mh. Ouais. et que dire? J'ai un Bah, parcours, d'ingénieur dans le bâtiment, qui m'a fait travailler après, qui m'a fait rentrer dans le groupe, notamment avec, les débuts du développement en Allemagne sur les bétons à ultra haute performance. OK. Un tout nouveau produit, où mon père, à la sortie des études, a dit: «Bon, écoute, il faut développer ça, ça a beaucoup d'avenir et vas-y, go» et du coup, j'ai pris ce challenge et c'est comme ça qu'on a développé ces branches-là et au fur et à mesure, s'est greffé dans la partie développement du groupe, plusieurs métiers, donc tout ce qui est R&D, direction technique, la partie marketing et com aussi pour, voir si ce qu'on développait avait, du sens dans le marché. OK. C'est rajouté à ça, du coup, la partie prescription auprès des architectes pour faire connaître, ces différents Mmh mh. produits et enfin, la partie construction, en fait, qui est plutôt un démonstrateur qui nous permet de comprendre si ce qu'on développe, ça a du sens sur le terrain. OK, ouais, donc toi, au final, dans ton parcours, on va dire que le BTP était vraiment, destiné, quoi. Il y avait, déjà cet ancrage familial et le fait que d'avoir évolué dans une famille, une grande famille très, très liée à ce secteur, je pense que ça a aussi bien joué sur ton orientation et bien joué sur le fait que tu as été pris de passion aussi par tout cet environnement. Complètement, après, on a été pris. Mmh On a été mh. pris, franchement, dès l'âge de 13 ans, je crois que, fille ou garçon dans la famille, il fallait qu'on commence à bosser dans la boîte, tous les étés, OK. heu, Ouais. aux vacances scolaires pour, comprendre le métier, savoir d'où on vient, comment ça marchait, comprendre le terrain, pour pas arriver, et rien connaître, quoi. Mmh mh. Donc C'est clair. mmh, Comprendre un peu tous les enjeux, du groupe, les différentes branches et cetera. Surtout ouais, que c'est un point qu'on va aborder directement et qui m'intéresse vraiment qu'on puisse développer, mais c'est vraiment la genèse du groupe parce que, je trouve que l'histoire, avant de faire du béton, les 4 axes qu'on va développer plus tard, bah, le début de l'histoire Fer, elle est quand même assez particulière. Elle intervient à une période particulière de l'histoire et la transition est assez intéressante. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? c'est c'est effectivement intéressant parce que faire, c'est très lié à l'histoire dans avec un grand H. Si tu veux, l'Alsace, c'est un territoire particulier en Mmh France mh. qui, heu,
qui a basculé dans les différentes guerres entre une nationalité allemande, une nationalité française, allemande et à nouveau française. Le groupe enfin, la famille est située pile dans cet axe-là, notamment à Reichshofen, où Reichshofen, c'est connu pour la bataille de Reichshofen, Ok, qui, qui symbolise la perte de l'Alsace-Moselle en 1870 ouais. par la France, où toute l'Alsace-Moselle est devenue allemande. Hmm. Donc, Ouais, donc un ancrage territorial bien particulier. bien particulier, avec du coup des arrière-grands-pères, grands-parents qui sont devenus allemands, qui après la guerre de 14 sont redevenus français, Seconde Guerre mondiale à nouveau allemands, et après à nouveau français. Ok, Ce qui fait que à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père et ma grand-mère, Albert et Marthe Fer, avaient vraiment une appétence côté allié, quoi. Donc ok, ils ont récupéré en gros tous les surplus de l'armée américaine qui ok, étaient restés, que les Américains n'ont pas repris, donc tous les véhicules. Ils ont récupéré ça, ils en ont fait des véhicules pour le chantier et les accès difficiles de chantier dans les Vosges du Nord. Donc ok, la, ouais, la montagne. Et en fait, mon grand-père, charpentier de métier, a développé ça. Et ma grand-mère a fait un peu toute la partie RH compta et mon grand-père sur les chantiers. Donc ils ont développé ça. Ça a été développé jusqu'aux années 80 où après leurs 5 enfants, donc mon père et ses 4 frères et sœurs, ils sont 3 frères et 2 sœurs, ont développé la boîte avec notamment l'ajout d'une branche béton prête à l'emploi, enfin qui existait déjà, mais qu'ils ont développé, et également une branche préfabrication en France et en Allemagne. ok. Ouais, donc une histoire qui s'est orchestrée en plusieurs étapes. Maintenant, vous êtes sur plusieurs points stratégiques, avec comme ancrage, du coup, le béton sur lesquels tu as évoqué aussi hein, dès le début, c'est que vous voulez être les meilleurs sur les nouvelles façons d'en faire, les meilleurs à la fois techniquement, mais à la fois sur le produit. C'est quoi le groupe aujourd'hui? C'est combien de personnes? Où on en est de l'histoire du groupe Fer actuellement en 2025? Donc le groupe Fer, maintenant, c'est à peu près 650 personnes. On est basé en France et en Allemagne avec plusieurs usines. Donc en Île-de-France, du côté de Valence, forcément en Alsace et en Allemagne également, à la frontière. On a 11 centrales à béton aussi dans l'est de la France et on fait un chiffre d'affaires de 135 millions d'euros, grosso modo. Et on Ok. livre dans l'ensemble de l'Europe en fonction des différentes zones de chalandise des divers produits. Mmh. Ouais, au final, la situation territoriale initiale du groupe Fer a fait que ça permet aussi d'aller sur des marchés qui sont pas que, nationaux, quoi. Ouais, c'est ça. D'abord, c'est régional, c'est très régional avec le béton que tu coules sur le chantier. Après, ça devient national quand tu es dans la préfabrication. Et après, quand tu es dans des produits très spéciaux, type béton à ultra haute performance ou les centrales autonomes qu'on a développées, ben là, tu peux aller très très loin, quoi. Mmh. Ouais, c'est des termes que tu emploies, tu vois? Béton à haute performance, centrale à béton qu'on va évoquer, je pense, un peu plus longuement. Mais, ça nous permet aussi de faire ce lien sur, c'est un groupe qui s'est construit dans l'histoire, mais qui a toujours voulu aussi faire avancer les choses, être dans l'innovation, la création. Toi, tu as un poste qui est vraiment essentiel, qui est essentiellement constitué de R&D, recherche, développement, aller plus loin dans les techniques et cetera. C'est un peu ça aussi l'ADN, du groupe, d'aller chercher un peu toujours la suite et jamais rester, ancré sur, les acquis, à la fois produits, à la fois, techniques. Ben, on a un fantôme derrière nous en troisième génération, c'est que tout le monde nous a toujours dit, ben, la première elle construit, la deuxième elle développe et la troisième elle crache. Mmh mh. Donc la question à se poser, c'est pourquoi elle crache? On on y a beaucoup réfléchi en famille, en prenant des temps de famille, qualitatifs, en partant en retraite, réfléchir, à ça, au sens, de l'entreprise, à son devoir, à qu'est-ce que va être l'entreprise dans 10 ans. On est assez d'accord que ça serait un risque de faire juste de la continuité, donc ça serait aussi un risque de faire de la révolution, donc on est un peu dans l'évolution du modèle de l'entreprise. On sait qu'il y aura moins de béton à l'avenir. Ouais. Donc, nous, on a plutôt pris l'axe de dire, ben, il faut faire moins, mais il faut faire mieux. Il faut construire mieux, plus qualitativement, respecter les ressources, à faire avec ce qu'on a, mais par contre amener plus de valeur en étant
en utilisant la technologie, en utilisant la préfabrication, l'industrialisation, faire mieux, plus sécuritaire pour les Mmh. produits, les divers produits qu'on fait. Ouais, parce que comme tu dis, le béton, bah, il va forcément, évoluer, au-delà du fait que, bah, ce sera peut-être pas forcément le matériau qu'on va utiliser le plus. On va utiliser peut-être des choses qui ressembleront au maximum aux capacités et au descriptif d'un béton qu'on utilise actuellement, mais sur des matériaux différents comme on a pu le voir, bah, là, on peut direct en parler, mais vous, vous êtes très liés avec Julie et Mater-Up sur, les nouveaux moyens de suppléer le béton, faire du béton de haute performance, mais avec d'autres moyens qui sont, moins consommateurs en carbone et qui sont, largement plus vertueux sur le long terme. Exactement, en fait, Mater-Up, pour nous, ça a donné du sens parce que, bon, déjà, on s'est compris en tant que deux boîtes familiales. Parce que quand tu as une boîte familiale, tu peux pas être sensible aux modes. Alors forcément, tu l'es un peu, mais tu peux pas faire des choix euh, trop court-termistes parce que tu as le devoir de voir plus loin, de voir pour 10, 15 ans. Donc même de préparer, si tu veux, même en troisième génération, j'ai 36 ans, mais je réfléchis à quelle boîte on va donner à nos enfants, tu vois. Mmh mh. Donc on ne veut pas être impactant pour eux dans nos décisions stratégiques. Et Mater-Up, on s'est retrouvé là-dessus parce qu'ils ont le même sens du long terme, de voir les choses à long terme et de décarboner efficacement et surtout qu'il y ait du sens dans la transition écologique. Parce que tu peux sortir des produits technologiques, tu peux sortir des produits complexes, très hybridés, avec multimatériaux, tout ça. On le fait, on sait le faire. Euh, tu peux revenir à des techniques ancestrales de construction, mais si tout ça, c'est pas viable économiquement dans l'ère du temps actuel, ça marche pas. Mmh. Il Ouais. faut quand même, pour faire une transition écologique efficace, euh, que ce soit viable économiquement. Et Mater-Up a allié ça, et c'est pour ça qu'on s'est compris, c'est qu'ils ont réussi à ouvrir une voie sur la décarbonation tout en la rendant euh, valable Mmh mh. économiquement. Ouais, c'est clair et puis comme tu dis, si c'est pas viable économiquement, ça restera qu'une belle promesse au final et juste une belle aventure sur du court terme. On aura réussi à créer quelque chose, qui pourrait être impactant, mais finalement, qui restera à l'idée de projet quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Tu peux faire un concept car zéro carbone, tout ça, mais si tu sais pas le vendre, si c'est pas durable, ça marche pas. Mmh mh. Oui, ça restera un concept et d'ailleurs Ouais. en termes de concept que vous avez réussi à faire passer à l'échelle aussi, à quelque chose de plus volumineux et qui peut se déployer. Il y a cette idée de centrale autonome, ça c'est quelque chose, tu vois, qui reste dans cette démarche que vous avez de vouloir s'inscrire aussi sur le long terme, mais de penser l'avenir. Centrale autonome, ça vous permet d'aller sur des marchés largement plus loin. Comment ça fonctionne une centrale autonome de béton? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis longtemps à réfléchir? C'est quoi les investissements derrière l'idée, de la centrale autonome? C'est la centrale autonome, c'est une vraie réflexion au croisement des chemins entre l'écologie et le service. C'est que, en gros, je te raconte l'anecdote jusqu'au bout. C'est qu'on s'est retrouvé avec un centraliste dans une de nos centrales en Alsace, où en gros, il y avait un pic de charge et on a fait passer en prioritaire les camions pour des dallages qu'on était en train de couler. Mais on sert aussi l'artisan dans ces Ouais. endroits-là. Et si tu veux, il y a un artisan qui a poireauté avec ses équipes pendant plus d'une demi-heure, quoi. Et il est rentré dans la centrale et il s'est pris la tête avec notre centraliste. Et ça a fait un petit conflit. Bon, ça s'est vite réglé, mais quand même, c'était un peu un marqueur fort, surtout pour mon père, quand il l'a appris, il a dit, OK, il y a un problème de service autour du béton. Il faut qu'on donne accès aussi bien à l'artisan, aux particuliers, qu'aux camions toupies pour faire des centrales à béton. Donc il a travaillé les premiers brevets en 2008. Donc OK. les premiers brevets datent de là, le premier prototype date de là. Mais la tech était pas prête. En tout cas, nous, on n'était pas assez sachants, pas assez staffés sur la tech pour développer ça. Heu, En 2017-2018, on a commencé à monter une équipe spécialisée dans l'industrialisation avec des ingénieurs, des automaticiens, et on a remis ça sur le papier pour faire une centrale 100% autonome.
Donc vraiment, là, on a poussé le truc jusqu'au bout avec, on est d'abord parti d'un objet connecté type IoT. On a dit: «OK, OK. on va en faire une centrale, quoi». Donc, elle est full autonome, tu peux y aller, H24, 7/7. C'est même pas piloté à distance, c'est Ah ouais, maintenu à distance. Il y a personne dessus et tu donnes un tarif, heu, beaucoup moins cher que si tu vas dans les grandes surfaces, tu vois? Pour le particulier et ouais, là, en instantané, donc super intéressant pour lui. Pour, l'artisan, c'est aussi intéressant donc parce que tu as plusieurs, types de formulations. Tu es pas bloqué par le temps, tu vois? ouais. C'est accessible quand tu veux, tu peux y aller à 5 heures du mat, à son démarrage de chantier et c'est aussi intéressant pour le fabricant de béton parce que tu peux aussi faire passer des camions en dessous. Ah oui, OK. Ouais, donc ça sert vraiment l'ensemble, ouais, c'était une volonté de service de servir vraiment l'ensemble des personnes qui pouvaient, être amenées à consommer du béton au quotidien dans leur travail, quoi. Complètement et en fait, bah, on a démarré ça de manière très artisanale comme on l'a toujours fait, façon, faire quoi. Donc on essaye, on en essaye une première, ça marche très bien. On essaye, la deuxième. La deuxième, on l'installe, la mairie de Strasbourg fait un appel à projet pour installer une centrale à béton pour un nouveau quartier qui se construit à Strasbourg dans une zone très sensible en face du Parlement européen. OK. Et du coup, là, on dit: «Ben, vas-y, go», on met une centrale autonome là, qu'on va même alimenter avec nos bateaux en mobilité douce pour, les alimenter en matières premières. Et OK, on a gagné le concours et du coup, maintenant, on distribue du béton dans ce nouveau quartier strasbourgeois, sans saturer les routes autour avec, on évite 15 camions par jour, quoi, Ouais. tu vois? Donc c'est intéressant pour les mettre en plein centre-ville, mais c'est intéressant aussi pour les mettre là où tu as plus de béton. C'est clair que d'avoir déployé plusieurs centrales à béton dans différents endroits, différents, cadres aussi, puisque c'est pour servir différents usages, c'est pas une fin en soi, c'est aussi des choses qui vous permettent de déployer d'autres projets, d'aller un peu plus loin sur ces centrales, mais ça, c'est aussi des investissements. C'est quoi la part d'investissement dans la recherche, dans le développement qui est consacrée chez Fer pour toujours rester à la pointe, à la fois techno et à la fois aussi, bah, sur, ces enjeux que vous avez économiques, d'être, toujours dans le pas d'après? Ben, c'est quand tu as une philosophie qui est axée sur la valeur et sur le service et sur être le pionnier en technique dans les nouvelles techno, ben, forcément, bah, tu cherches des voies, quoi. Donc tu explores aussi bien la technicité sur, les BFUP que le service, le numérique, le digital dans le béton. C'est un truc, ça existe pas pour l'instant, enfin très peu, quoi. Donc Mmh. c'est vraiment en fait, c'est que ça nous intéresse, tu vois? C'est que Ouais. ça c'est ça qui nous anime. On pourrait même dire que faire, il y a une particularité quand même à savoir, c'est que, l'entreprise, depuis sa création, n'a jamais versé de dividendes aux actionnaires du groupe. Tout a Mmh. toujours été réinjecté dans son développement. OK. Ouais. Et ça, c'est quand même, quelque chose qui est un marqueur fort pour montrer que notre objectif, c'est de créer de la valeur dans l'entreprise, dans le la valeur patrimoniale de l'entreprise, la valeur, technologique de l'entreprise, d'apporter quelque chose, dans ce monde un peu qui bouge, quoi. Alors c'est un peu philosophique, mais c'est vrai. On veut essayer de marquer à notre niveau un peu, les grosses transitions, quoi. Ouais et puis, bah, après comme tu dis, c'est une philosophie pour, driver l'entreprise, mais du coup quand c'est complété par, les actes de fait, du fait, bah, tout le monde est vu que c'est totalement transparent ce genre de démarche, de fait qu'il y ait pas de dividendes, transmis aux actionnaires depuis le début, que vous réinjectez, ça, je pense que ça aussi, ça permet de créer, une dynamique au sein des équipes de développement, aussi de production en disant que, bah, ce qu'ils font, c'est pas juste pour servir, une cause, économique, mais plutôt une cause, du coup, qui est un peu plus grande que celle-ci, quoi. Ouais, ouais, après, est-ce qu'on le fera tout le temps? Je sais pas, parce que la famille, forcément, en troisième génération, ça se dilue et tout le monde est pas dans l'entreprise, donc c'est pas Mmh non mh. plus C'est clair. juste, tu vois, au bout d'un Ouais, moment. bien sûr. Mais, mais en tout cas, c'est pour, pointer le fait que l'intérêt, c'est, ouais,
je crois qu'au fond, en y réfléchissant, ce qui nous anime aussi, c'est juste d'être ensemble en famille et de faire quelque chose ensemble en famille, tu vois? Mmh C'est ce chemin, en fait, c'est un peu l'aventure, quoi. Ouais, C'est qu'il y a quand même un côté hyper agréable, même si c'est chaud des fois, ouais. de se retrouver tous les lundis, ben, avec, ta sœur, avec tes cousins, avec, voilà, tes proches et en gros, tu diriges une boîte, quoi. Donc tu Mmh mêles d'une certaine manière l'utile à l'agréable. Mais c'est à double tranchant. Ça peut être à double tranchant parce que Ouais, tu mets, tous tes œufs dans le même panier, quoi. L'affect, avec ouais. le pro, mais, donc, Mmh les conjoints dans la boîte, ben, des fois, ça gueule parce qu'il dit: «Bah, vas-y, parlez d'autre chose, quoi. Ouais. Vous êtes, Oui, c'est heu» comme tu dis, c'est des au final, c'est quelque chose c'est une aventure qui vous anime, au quotidien, donc il y a pas ouais. de il y a pas de pause non plus. Si tu veux, c'est Ah. une aventure humaine et c'est pour ça que en fait, dans la stratégie, c'est de on veut pas perdre ça et on veut transmettre ça, aux enfants pour que bah, pour qu'ils vivent un peu la même chose. Sans Ouais. les obliger, hein, sans Mmh les obliger parce que ça serait Oui, je dramatique pense que ça aussi, mais serait contre-productif aussi, même pour la boîte, tu vois, de ouais, d'imposer, forcer une quelqu'un à inté faire, ouais ce qu'il a pas envie, ça marche pas, quoi. et ça marche très rarement sur le long terme, en tout cas. Ouais. Et mais donc du coup, ouais, vous êtes toujours dans cette démarche d'innovation, donc les centrales à béton, c'est un peu comme, du coup, ça ressemble un peu à un fonctionnement de drive, mais pour le béton et C'est vous complètement ça, c'est mmh un mh drive, à béton. Tu et payes à la ça carte, hein, tu ouais. peux payer Ah ouais, à OK. la carte. Tu choisis ta formule, c'est comme au McDo, tu Ouais, c'est assez fort. Ça veut dire si j'arrive demain, moi, je viens chercher du béton pour un chantier, j'ai mon camion, je le charge, presque, enfin tu arrives, tu te positionnes, tu as j'imagine des racks, où disposés, tu vois, en fonction ah de ouais, qui tu tu es? un petit laser, qui t'indique, OK. le positionnement et tu te Ah mets en OK, dessous ouais, avec, énorme. après tu es responsable de ton chargement, Oui, hein, parce que ouais. si tu te mets, 8 mètres cubes et que tu as Bah, qu'une, oui, oui. brouette, ça Bon, craint. ouais. Mais, mais, ouais, Mais c'est 100 autonome, c'est-à-dire qu'il ouais. y a sûrement du monde quand même pour, assurer une maintenance et cetera, une astreinte sur place, mais ils font pas le service. C'est le client utilisateur qui vient et qui se sert et comme au drive, quoi. Ouais, c'est 100 autonome. Il y a OK. personne. C'est tu as un call center au cas où, enfin, je sais pas si on dit call center, mais tu as Une hotline, quoi, ouais. une Ça hotline, ouais, ouais. s'il y a un pépin, Mmh mh. donc avec une maintenance volante, qui peut aller, rapidement intervenir, mais en soi, sinon il y a personne. OK. Bah, ça, c'est top déjà de pouvoir le déployer. Vous les avez déployés sur combien de sites, du coup, les centrales autonomes? Vous en avez Donc combien actuellement? là, on a fait 2 sites, donc pour OK. valider, les concepts. Là, on a pris, une option sur un terrain pour un troisième site et là, on veut en gros, il y a à l'heure où je te parle, ben, ils se préparent à ce que, une partie de la famille et et heu et le responsable d'industrialisation, de fer partent à Las Vegas présenter ça au salon World of Concrete. OK, ah ouais, pour aller, justement déployer ce concept, en dehors Ouais. du territoire, à la fois, familial alsacien et à la fois, national puisque du coup ça risque de se déployer aussi en France sur d'autres sites si vous avez la possibilité, quoi. Bah, c'est que on s'est un peu laissé, surprendre avec, ces 2 centrales qu'on a fait nous-mêmes. C'est que, heu, le monde du béton, c'est un monde, très très fermé, il y a peu d'acteurs, tout se sait très vite et du coup, on a commencé à avoir des demandes assez atypiques, des demandes, d'Europe, Pologne, Angleterre, des pays où on n'est pas forcément, en tout cas pas en béton, on préfère un peu. OK. Mais aussi, ça a commencé à venir de la Chine. Donc, on s'est aussi Mmh. dit, «OK, il y a un intérêt international». On a eu des demandes de Singapour et beaucoup de demandes Canada, US. OK. C'est comme ça, en fait, qu'on s'est dit, «Bon, ben, on va exposer là-bas». On a fait une Mmh petite mh. maquette, avec, un club de maquettistes, pas loin de chez nous et on va présenter cette maquette, à ce salon et voir s'il y a un intérêt. En tout cas, ça permettra de rassembler nos clients ou nos futurs prospects à un endroit pour Ouais. leur présenter cette techno et qu'on les Mmh mh. rencontre physiquement, quoi. Oui, c'est Parce clair. que sinon les gars vont pas se déplacer, de l'autre bout du Bah, ouais. monde, voir le Tu vas truc. pas aller faire, Ouais. un aller-retour à Singapour pour, présenter une maquette, ça Ouais, aurait pas de sens. Alors ça a pas qu'eux, de sens, ils ouais. vont tous venir, justement à Las Vegas pour le World of Concrete,
Ça a exactement. plus de sens, c'est clair. Donc, Et tu parlais aussi de digital, d'innovation, parce que, bah, le béton, c'est un matériau, mais ça se réfléchit dans la techno, ça se réfléchit dans la conception et cetera, comment on l'utilise, comment on l'organise, comment on gère les stocks, enfin, pas mal de sujets qu'on peut gérer de manière digitale sur le béton. Vous avez choisi aussi de lancer quelque chose qui est très peu commun, je pense, dans le monde du BTP au sein d'un groupe, bah, de votre taille. C'est un startup studio donc à l'intérieur du groupe Fer. Ça, c'est pareil, c'est des choses que, tu vois, il y a que si on est animé par le côté, startup digital qu'on intègre ça dans un groupe, non? ouais, et c'est un peu redondant avec ce que je te disais avant, c'est que on a la chance d'avoir un métier qui nous passionne quand même. Mmh mh. Et en fait, il y a plein d'opportunités qui arrivent, le monde change, le métier bouge et du coup, quand tu as des idées ou quand tu partages des idées ou quand tu trouves des petites technos, des petites choses, tu te dis: «Putain, c'est pas mal ça, mais ça me sert à rien pour la boîte». Donc Ouais, tu dis: «Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait?» Bah, c'est là où en fait où part, du relationnel qui sont enfin, des connaissances qui sont devenues au fur et à mesure des amis avec qui on s'entend très bien. Ben, j'ai dit: «Bon, bah, voilà les gars, on on a trouvé, une technologie avec le CNRS de Strasbourg qui nous a présenté une technologie de graphène». C'est si tu veux, c'est du carbone, qui se met un peu comme une mine de crayon, mais que tu as sous forme de vernis et que tu peux appliquer et nous, on voulait le mettre pour réduire les quantités de ciment dans le béton. Ça a pas marché. On a essayé pendant 1 an, ça a pas marché. Par contre, on savait que c'était très conducteur. OK, Et du coup, on a fait un essai avec une plaque de béton. On a mis 2 électrodes en cuivre, de pâte, de pièces de cuivre. On a appliqué le vernis dessus. On a remarqué que la plaque montait à 90 degrés en 30 secondes. Et c'est comme OK, ça que je suis allé voir, heu, les équipes, de Fogo, enfin les équipes des amis et on a échangé avec eux, ils ont dit: «Putain, l'idée elle est pas mal, vas-y on la développe» et du coup, bah, des réseaux connectés comme ça, on a trouvé un porteur, un deuxième porteur et l'histoire s'est créée comme ça et l'histoire s'appelle Fogo. C'est OK, une boîte maintenant qui fait des radiateurs à inertie en béton, en béfut, OK, ouais, avec cette incroyable. techno là, c'est incroyable. Ouais, On a la même histoire avec Mobius. Mobius, c'est une boîte, d'ingénierie autour de l'équipement du béton. À la base, on voulait, heu gaspiller le moins de béton possible sur le chantier parce qu'on considère qu'il y a trop de déchets de béton. Donc on ouais, a commencé l'histoire comme ça et au fur et à mesure, ils se sont spécialisés dans l'ingénierie et ils développent plein de nouveaux équipements autour du béton. Tu vois? Mais c'est leur propre boîte. Nous, on est actionnaires minoritaires ouais. là-dedans. Ils vivent leur vie et ils créent, mais ils ont tout notre soutien derrière, notre appui, quoi. Ouais, en fait, vous prenez, bah, comme dans un startup studio, vous prenez les participations au départ et puis après, bah, ça vous sert aussi de maintenir, un œil sur ce qui se fait aussi, tu vois? De ce qui peut comme tu dis, ça pouvait pas vous servir vous parce que vous avez essayé sur votre produit et ça fonctionne pas, mais par contre, ça a une vocation à servir énormément d'autres marchés et être acteur avec ce lien qui est le béton au final et le concrète, le matériau, à aller développer des projets que vous auriez pas pu développer en interne au final. Ouais, c'est ça et je pourrais t'en parler pendant des heures parce qu'il y a d'autres boîtes, il y a Béton Direct où c'est de la commande de béton en ligne, pour le particulier. Heu, Là, une nouvelle belle rencontre, c'est souvent quand même une question de rencontre avec des gens avec qui tu t'entends bien, qui te partagent Mmh un mh. peu tes valeurs, qui partagent, ta passion et là, récemment, c'est sur, l'anti-explosif autour du béton, quoi, tu vois? OK, Et ouais. ce qui nous a amené à aller en Ukraine pour présenter des soutes à munitions, anti-explosives. Ouais. Tu vois? Ouais, Donc ça te fait aller sur des thématiques, des problématiques même que tu aurais jamais pu, explorer sans ce côté, inertie avec d'autres porteurs et cetera, quoi. c'est ça et ça et ça te donne du challenge, t'apprends en continu, tu développes en continu et cette petite brique peut-être que tu trouves, ce petit développement que tu trouves lorsque tu développes une soute, à munitions, tu pourras l'utiliser, pour la branche, décarbonation du groupe, quoi. Mmh mh. Ouais, c'est Et clair. dans cet écosystème, il y a une autre techno dans laquelle on a investi pour le coup, heu, qui est géniale aussi, enfin qu'on trouve, très, très intéressante, c'est Neustark.
Neustark, c'est une boîte suisse, start-up suisse, qui a dit, OK, bah, on pense que on peut capter du CO2 dans les restes de béton et les déchets. Comme, et ça se fait comme une soda stream, quoi. Tu OK, prends des restes de béton et tu injectes du CO2, tu forces l'injection de CO2 dedans et ce OK. CO2 se cristallise et en gros tu dépollues. Mmh mh. Faire l'année prochaine, on va absorber 1 200 tonnes de CO2. Ouais, ce qui est pas anodin quand on est un groupe, spécialisé dans le béton quoi, dans la Ouais, production où on vient souvent pointer du doigt les producteurs de béton comme, gros consommateurs, gros pollueurs et cetera et vous au final vous êtes dans une démarche, clairement, un peu avant-gardiste aussi, être toujours, du bon côté un peu du bon côté de l'histoire, on va dire. Être toujours dans ceux qui créent, qui essayent de changer les choses, mais ça, c'est aussi encore, le fil conducteur de cet épisode, c'est que vous êtes animés par à la fois ce que vous faites et le fait de faire ça en famille, ça vous aide aussi à construire quelque chose de beau. C'est quoi les futurs enjeux du groupe, au-delà du déploiement un peu à l'international sur les centrales à béton? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez, évoluer dans les futurs mois, les futures années? il y a toute la branche, décarbonation, c'est clair, préparer le béton parce qu'on croit en ce produit qui est quand même assez incroyable. Tu vois, c'est quand même un produit qui a créé quand même tout un développement de civilisation. Enfin, pas que, mais tu vois, il nous suit ce béton depuis, l'époque romaine, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, bah, tu vois, pour, prendre un exemple récent, quand on voit, quand il y a des catastrophes un peu naturelles comme il y a eu, à Los Angeles, là, sur les feux, au Ouais, final, les seules choses qui restaient à la fin de l'incendie, c'était les structures béton, c'était les cheminées en béton, c'était les seules maisons qui ont un peu résisté, c'est celles qui avaient des ossatures béton, au final, donc ouais. c'est c'est quand même un matériau qu'on ne pourra pas supprimer, qu'il faudra faire évoluer, qu'il faudra faire, passer à une autre échelle au niveau écologique, mais pour autant, C'est ça. ça changera pas. Je pense pas qu'on puisse faire le procès vraiment d'un matériau, quoi. Je pense que, tu vois, souvent est critiqué ou les politiques utilisent le mot, bétonisation, ouais, Mmh mh. mais bétonisation de la Côte d'Azur, quoi. C'est un peu de tu te dis: «Ouais, mais attends, ça c'est pas un problème de matériau, C'est pas le quoi». matériau qui a Ouais. choisi le projet qui s'est installé, quoi. Vu le prix du foncier, l'urbanisation aurait pris n'importe quel matériau, elle l'aurait fait avec de la paille, elle l'aurait fait avec du bois pour aller au plus proche, de la côte. Enfin bon, c'est un peu Mmh hors mh. sujet, mais Ouais. pour dire que c'est un nom un peu facile à utiliser, mais après, c'est le jeu et c'est Mmh. comme ça. C'est sûr que c'est le matériau le plus économique de construction, donc forcément, il y en a partout. Ouais. Ouais, et puis après, bah, il y a c'est un peu facile aussi un peu philosophique de dire ça, mais le bon et le mauvais béton, tu vois? On n'a pas creusé sur la partie technique des différents bétons que vous proposez, mais ça, il y a quand même des bétons plus vertueux que d'autres, quoi. Ouais, ouais, c'est clair et après franchement la vraie réduction carbone, c'est de en mettre le moins possible et là, il faut aussi travailler en ingénierie, améliorer ses bétons et pas surconsommer non plus, quoi. Mmh mh. C'est un peu ça. Et si tu avais, une vision un peu, toi, à titre personnel, c'est quoi tes enjeux en tant que, responsable au développement? Est-ce que tu as des sujets sur lesquels tu vas te positionner rapidement, la partie, développement de nouveaux concepts ou vous restez vraiment focus sur, ce que vous avez actuellement là? On a, un beau catalogue, de produits. En tout cas, on est armé maintenant au niveau R&D pour pour la transition même 2030. OK. On a même préparé le groupe à la construction passive. Donc, préparé Ouais. à du bâtiment, 0 énergie, 0 consommation d'énergie où, tu fais vraiment un thermos, quoi. Donc, on s'active là-dessus. Maintenant le prochain enjeu du groupe, c'est de faire, les lignes de production les plus décarbonées, d'Europe, tu vois? Mmh mh. C'est Ouais. OK, ça fait un peu pompeux quand on dit comme ça, mais je pense que c'est vrai. Je pense qu'on va réussir Mmh mh. Ouais. et après le fil rouge, c'est que dans ces virages-là, avec les risques qu'il y a derrière, hein. Faut pas non plus qu'on prenne des risques démesurés parce que il y a beaucoup de trucs aussi qui marchent pas des fois, hein. Ouais, c'est Donc clair. il faut qu'on voit toujours là, l'idée de transmettre la boîte
et qu'elle soit saine et pérenne pour la Ouais. génération d'après, quoi. Mmh. Prendre des risques, mais toujours dans ce même, état d'esprit de pérenniser sur une génération future. En plus, est-ce que, quand, on a passé le première génération qui crée, deuxième génération, qui reprend et troisième qui crache, est-ce que ça renouvelle un cycle du coup, on est sur, J'espère pouvoir te le dire, quoi. Mais ouais, de toute façon, bon, je pense que ouais. c'est pas les mêmes enjeux de chaque génération. En plus, je pense qu'il y a des donc je pense que c'était un peu, un peu réducteur aussi cette formulation parce que chaque contexte de génération est hyper différent aussi. Donc, il Bah, y a en peut-être fait, des c'est ça. troisièmes générations qui ont des trucs qui, dans un contexte de première génération, auraient tout à fait réussi, tu vois? Enfin, je pense qu'il y a aussi il y a des choses qu'on maîtrise pas totalement non plus. Je pense des fois aussi le risque, c'est de vouloir, trop créer de continuité, faire, comme ils faisaient avant, quoi. OK. Et ça, c'est aussi ne pas s'adapter aux nouveaux modèles, de construction. Des fois, ça peut être risqué et c'est comme ça, je trouve, ça peut se cracher. Alors, on va pas la science infuse, mais en tout cas, ce qu'on se dit, c'est évoluons sans créer de fractures, mais, évoluons fortement et prenons des risques de faire, différemment demain, quoi. Mmh mh. Bah, écoute, ça, c'est des très belles visions, des très beaux enjeux pour la suite. On va bientôt arriver à la fin de notre échange qui était hyper intéressant, mais comme tu le sais et comme l'avait fait Julie, il y a toujours une dernière question pour mes invités. C'est une question de recommandation et si tu avais, toi, Laurent, une personne que tu aimerais, venir voir réveiller le BTP avec moi, qui ça serait? J'ai réfléchi à l'exercice, il y a plein de monde, que j'aurais pu te citer. Heu, je voulais te proposer, Thierry Bièvre. C'est le président de Elitis Group. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a 5 6 ans. Ça a tout de suite bien matché, entre nous, mais c'est un gars que je trouve, inspirant parce que c'est un gars simple qui en même temps a pris des risques, importants dans le monde de la promotion immobilière. OK. Le gars a pris une casquette d'ingénieur pour dire: «On va proposer mieux dans la construction du logement du futur», notamment, social en partie, avec, des tours à énergie positive et je trouve que le gars a tout coché avec ça. Il consomme le moins de foncier possible. Il propose des logements de qualité, il propose aux gens, aux utilisateurs, ben, même de revendre leur surconsommation électrique. Ouais. Enfin, Ouais, il y a 3 enjeux en un, quoi. il y a C'est 3 fort. enjeux en un et Mmh mh. c'est c'est aussi un pionnier, quoi OK, et bah, je trop pense bien. que, Je ouais, pense il y en a pas beaucoup, il a quoi. le profil, quand tu le décris, pour réveiller le BTP en effet, hein. Bah, écoute, c'était un plaisir Laurent de te recevoir ce matin. J'espère que tu as passé un bon moment à Super. réveiller le BTP avec moi et puis, Merci encore Nicolas. merci à Julie aussi de nous avoir mis en relation. Je remettrai bien sûr l'épisode avec Mathéo puisque c'était un très bon moment de partage aussi à la découverte d'entreprises familiales. Il y en aura sûrement d'autres puisque on se retrouve très, très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description. Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.